Voilà, l'invité politique aujourd'hui de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UDI et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Et bonjour à tous. Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci d'être là. Jean-Christophe Lagarde, un chômage endémique en France, on peut le dire. Les chiffres du chômage, plus 43 900 chômeurs en mars en plus. C'est des très mauvais chiffres. Quel que soit le président de la République demain, que pourra-t-il faire ? Pour régler le chômage, il y a une solution et une seule, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent vendre leurs produits, donc qu'elles aient besoin de gens pour les fabriquer. Et pour qu'elles puissent vendre leurs produits, il faut qu'elles soient compétitives et que le coût du travail soit moins cher dans notre pays et que les entreprises soient plus agiles, qu'elles puissent s'adapter au marché. On l'a déjà entendu ça, en même temps. Mais oui, sauf qu'on ne l'a jamais fait. Et la question, c'est pas de ce qu'on entend, la question, c'est ce qu'on est capable de mettre en œuvre. C'est ce qu'ont fait les Allemands et ils sont au plein emploi. Il n'y a pas de miracle allemand. Il y a simplement qu'ils ont fait les adaptations pour permettre à leurs entreprises d'être compétitives, de vendre leurs produits, et du coup, ils ont besoin de salariés pour les... Il y a eu le CICE, tout ça, ça n'a pas fonctionné. D'abord, le CICE, on l'a critiqué parce que c'était une usine à gaz. La baisse des charges, c'est quelque chose de simple. Souvenez-vous du débat qu'il y avait à l'intérieur du Parti socialiste. Ah oui, il faut des contreparties, etc. Il n'y a pas de contrepartie en Allemagne. Et ce sont des socialistes et des libéraux qui se sont mis d'accord il y a 20 ans. Il y a 20 ans, pour baisser le coût du travail, pour permettre, par exemple, que quand il y a un carnet de commandes qui se remplit, on travaille un peu plus. Et quand il se réduit, plutôt que de fermer l'entreprise ou de licencier, on réduit le temps de travail, la rémunération aussi, pour que l'entreprise survive. Chez nous, on a plus de 60 000 entreprises qui disparaissent chaque année. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Vous cherchez l'écart, il est là. Deuxième écart, il y a 3 fois moins de jeunes au chômage là-bas. Mais il y a 3 fois plus de jeunes en apprentissage parce qu'ils ne sortent pas d'une école avec un diplôme, mais sans être efficaces dans l'entreprise. Ils savent déjà travailler et on les recrute. Alors sur le front de l'emploi, la situation à Whirlpool et surtout cette image hier, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous les deux sur le terrain, est-ce que les deux font de la récupération politique ? Alors je ne crois pas que Macron ait fait de la récupération politique. Il avait été pris par le syndicaliste sur un plateau de télé qui lui a dit « vous viendrez », il s'est engagé à venir, il vient. Pas dire que ce soit... Bon, malgré tout, je déteste ce genre de séquence parce que, d'abord, Marine Le Pen, elle essaye de faire un coup. Elle dit je quitte mon comité. Tu parles, elle a préparé avec ses militants la veille pour se faire applaudir. Non, je ne pense pas parce que d'abord, c'est indécent. Il y a là plus de 200 personnes qui risquent de perdre leur travail. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Des selfies avec eux? Qu'est-ce qu'elle règle? Elle les utilise. Comme toujours d'ailleurs. La caractéristique de l'extrême droite, c'est d'utiliser le malheur des gens. Et le pire, c'est que parfois ça marche, et que ce sont les plus précaires, les plus faibles, les plus en danger, ceux qui payent toutes les crises, qui se font prendre au jeu, au piège. Après, honnêtement, je trouve qu'Emmanuel Macron, d'abord, avait raison de respecter sa promesse. Il avait dit qu'il irait voir les syndicats, il est allé les voir. L'entreprise a refusé que ce soit dans l'entreprise, donc il les a vus ailleurs. Quand il a appris ça, il a démontré 2 choses, me semble-t-il. 1, le courage d'y aller, de rester, de discuter, d'affronter, de dire ses désaccords. Et surtout, il a montré exactement l'inverse de Marine Le Pen ou de François Hollande à l'époque à Florence. Il a montré exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit des bêtises, il n'a pas fait de la démagogie devant des ouvriers. Pas de promesse en l'air. Et alors, vous vous souvenez? C'est une question, pas de promesse en l'air. Non, bien sûr, et il a eu raison, parce que allez demander aujourd'hui aux ouvriers de Florange, allez leur demander ce qu'ils pensent de Hollande et de sa camionnette. Ça a sauvé leur boulot? Non. Alors, il vaut mieux aller voir les gens et dire comment on peut reconvertir, retrouver du boulot, retrouver un repreneur, que de leur dire « me voilà, je vais tout fermer ». Parce que moi, je veux dénoncer un mensonge et auquel tous les ouvriers de France devraient réfléchir. Quand Mme Le Pen dit « je vais vous protéger », elle dit « je vais le faire en sortant de l'euro ». Et elle dit « je vais le faire en fermant les frontières, en surtaxant les produits ». 2 choses, sortir de l'euro, ça veut dire que nos produits, en l'occurrence, ils sont 30% plus chers. Que les dettes des entreprises, c'est ce que dit le patron de Paprec, c'est 30% de plus, les particuliers aussi, l'État aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que ça affaiblit notre compétitivité. Et deuxième chose, taxer les produits qu'on importe. Vous croyez que les autres sont des imbéciles ? Les Allemands, les Italiens, les Espagnols, ce sont des crétins. Et si on taxe leurs produits quand ils rentrent en France, on ne va pas taxer les produits français qui vont à l'extérieur. Quand Marine Le Pen propose une nationalisation de Whirlpool, elle a raison. Est-ce que vous savez combien de salariés en France travaillent pour l'exportation, travaillent pour des produits français qu'on vend à l'extérieur? 6 millions. La solution de Madame Le Pen, c'est d'ajouter 6 millions de chômeurs qui aujourd'hui travaillent à l'export aux 6 millions qui existent déjà. Nationaliser Whirlpool, c'est une bonne solution ou pas? Parce qu'à chaque entreprise qui va avoir des difficultés ou qui va décider de fermer, on va nationaliser. Temporairement, dit-elle. Madame Le Pen, elle a un programme soviétique maintenant? Véronique Jacquier.
Est-ce qu'on ne voit pas quand même les limites d'Emmanuel Macron à Whirlpool quand il est quand même un petit peu chahuté par les ouvriers? Et on voit que le vote Macron premier tour, c'est quand même un vote un peu de bobo, urbain, privilégié. Marine Le Pen, elle évidemment est plutôt sur le terrain justement des gens qu'elle a rencontrés hier. On a vu les salariés de Whirlpool, on a vu des gens de la CGT faire des accolades avec Marine Le Pen. Comment il va conquérir cet électorat-là pour le deuxième tour? Est-ce qu'il n'y a pas un danger que Marine Le Pen vraiment accède au pouvoir? Ah mais madame, moi j'ai été consterné de voir l'attitude d'un certain nombre de responsables politiques, voire d'un certain nombre de médias qui considéraient dimanche soir que l'élection était jouée. Non, l'élection elle n'est pas jouée. Par nature, d'abord il a fait 23%, il a fait 21,5%. Il y a 2 points d'écart entre les deux. Deuxième chose, il y a toujours dans une élection présidentielle, pendant 15 jours, un vrai débat, une vraie campagne. Et cette campagne, il faut la conduire. L'UDI a clairement dit les choses. Nous appelons à voter Emmanuel Macron. Nous mobilisons pour que les gens aillent voter Emmanuel Macron. Ça ne fait pas de nous des macronistes. Ça ne veut pas dire qu'on approuve son projet politique ou son programme. Mais il y a 2 propositions et 2 seules qui resteront sur la table le 7 mai prochain dans les bureaux de vote. Il y a un bulletin, celui de Madame Le Pen, qui démolit la France, qui effondre notre économie. Et puis il y a un bulletin, celui de M. Macron, dont je ne partage pas toutes les options. Il y a des options que je partage, d'autres que je ne partage pas. Mais au moins celui-là, ce bulletin-là, il ne détruit pas notre pays. Il ne crée pas un chaos moral et civique, parce que le Front National, rappelons-le quand même, c'est en permanence la discrimination entre les Français selon leurs origines ethniques et leurs convictions religieuses. C'est pas de chaos économique, parce que aller sortir de l'euro, c'est l'effondrement. Là, elle cherche à complètement cacher cette proposition dans le second tour. Mais c'est concrètement appauvrir tous les Français, nuire à notre compétitivité et nous isoler. Et la troisième chose, c'est le chaos social. Et je veux y revenir. Le chaos social, pourquoi ? Je suis élu d'une banlieue populaire. Les premiers qui payent les crises économiques, et son programme nous enfoncerait dans une crise économique terrible, les premiers, ce sont les plus pauvres, ce sont les plus faibles, ce sont les plus jeunes, et ce sont les moins qualifiés. C'est eux qui paieraient la facture, pas les bobos. C'est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui est l'invité de Public Sénat et de Sud Radio ce matin dans Territoire d'Info. Donc Marine Le Pen au deuxième tour, le FN aux portes du pouvoir. Il y a 15 ans, c'eût été un séisme. Et comment vous expliquez, Jean-Christophe Lagarde, cette forme de banalisation? Est-ce que c'est dû à la personnalité de Marine Le Pen, par exemple? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que parce que les sondages annoncent depuis quasiment 2 ans qu'elle sera au deuxième tour d'élection, tout le monde a eu l'air de considérer ça comme normal. Évidemment que ça n'est pas normal. Mais il n'y a plus de front républicain. Pardon. Il n'y a plus de front républicain. Alors je dis bien, que l'extrême droite soit au second tour de l'élection présidentielle dans notre pays, ça signe la maladie de notre pays. Et cette maladie, c'est simplement que la politique n'a pas été efficace. C'est-à-dire que depuis 36 ans, le chômage n'a jamais cessé d'augmenter, les impôts n'ont jamais cessé de progresser, l'insécurité ne s'est jamais améliorée, la dette n'a cessé de s'enlourdir, l'éducation n'a cessé de se dégrader. Mais il y a une banalisation, même l'épiscopat français ne s'est pas prononcé contre le FN clairement. Vous dire que la France va mal, c'est vrai. Vous dire qu'il y a des injustices en France, je suis d'accord. Mais c'est pas en aggravant ces injustices, c'est pas en nous affrontant entre nous, ce qui est en réalité l'objectif de l'extrême droite, qu'on s'en sortira mieux. Et vous dites qu'il n'y a plus de front républicain. D'abord, je trouve totalement irresponsable M. Mélenchon. M. Mélenchon... C'est une faute de rester dans le silence? C'est plus grave que ça. Il peut très bien dire que il ne donne pas de consigne de vote. Mais il va jusqu'à dire « je ne dis pas pour qui je vote ». C'est-à-dire, grosso modo, il donne licence, il donne, permission à des gens qui croient en lui d'aller voter pour Marine Le Pen. Et donc, je trouve ça honteux, d'autant plus qu'il a recueilli le vote de nombreux jeunes, et que la désespérance qui se manifestait dans son vote, elle peut se traduire par l'élection de Marine Le Pen. Et après, il jouerait les vierges effarouchées, c'est irresponsable. Deuxième chose, il y a aussi des problèmes, me semble-t-il, à l'intérieur des Républicains. Je veux le dire, autant Gérard Larcher, Bernard Accoyer, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon... ont clairement dit les choses. Évidemment qu'il y a des désaccords avec Emmanuel Macron, mais il n'y a que des divergences, que des désaccords avec Madame Le Pen, et donc il faut voter Macron. Donc c'est irresponsable ce déchirement dans la famille des Républicains. Ce qui me pose problème. À l'intérieur des Républicains, un mouvement sens commun explique qu'il s'en lave les mains et laisse entendre que M. Macron est le principal adversaire. Je pense qu'on ne peut pas être républicain et dire ce genre de choses. Deuxième exemple, Madame Boutin, qui est la présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, et qui appelle à voter pour Le Pen. Ça veut dire qu'elle est exclue des Républicains, en tout cas je le souhaite. Et M. Poisson, qui est le président de ce parti, doit se positionner clairement. Comme le disait Alain Juppé, il ne s'agit pas de finasser. Vous savez, il y a 2 bulletins, ce n'est pas la peine de dire... Le bureau politique des Républicains a dit les choses clairement. L'abstention n'est pas une solution. Et il faut battre Le Pen. Ça veut dire voter Macron. Monsieur Lagarde, Laurent Wauquiez, par exemple, qui n'est pas clair. J'aimerais qu'il le fasse aussi. Mais pardon de vous dire que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un parti.
qui est membre des Républicains, le Parti chrétien-démocrate, ne s'exprime pas alors que sa présidente d'honneur appelle à voter. Et l'épiscopat, vous m'avez pas répondu tout à l'heure, ça vous a choqué ? Est-ce que les religions sont là pour faire de la politique ? Moi, je préfère en règle générale qu'ils n'en fassent pas. Et quand François Baroin dit que maintenant l'accord électoral avec vous, il faudrait peut-être le revoir. Est-ce que... Il a absolument pas dit ça. Ah oui. Et je l'ai dimanche soir. Non. Il a dit qu'il fallait le bloquer, c'est-à-dire qu'on ne bougeait pas l'accord électoral. Je l'ai encore eu hier au téléphone. Cet accord électoral, il est aujourd'hui en œuvre. Ce que nous sommes en train de travailler, c'est le projet législatif. Évidemment que la campagne législative ne peut pas se faire sur les bases d'une campagne présidentielle dont chacun sait qu'il y avait, je l'avais dit d'ailleurs, un certain nombre de divergences. Il y en aura moins sur les législatives, d'abord parce que je pense qu'on peut avancer sur des mesures qui sont nécessaires. Aujourd'hui, vous avez deux catégories de personnes qui sont extrêmement fragilisées dans notre société. Les petites retraites, les retraités qui n'ont aucun moyen d'améliorer ces retraites et qui subissent tous les contre-coups des décisions politiques, des décisions fiscales. On se souvient de ce qui s'est passé avec la taxe d'habitation. Et les salariés dans le bas de l'échelle de la grille salariale. Donc il faut réfléchir le projet qui était jusque-là sur la table. Bien sûr. Vous savez, on a eu cette discussion avec eux à l'époque et ce projet est en train d'être modifié. Nous y travaillons ensemble. Jean-Christophe Lagarde, je ne suis pas sûr que les Français comprennent parce qu'on a un centre aux portes du pouvoir qui est incarné par Macron, qui a été rejoint par François Bayrou. Et vous, centristes, vous ne participez pas à cette aventure ? Moi, je crois que ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous feriez mine, pas vous. Non, mais est-ce qu'Emmanuel Macron n'occupe pas un espace parce que justement l'UDI n'occupe pas suffisamment cet espace ? Est-ce que c'est pas la fin de l'UDI avec Emmanuel Macron aux portes du pouvoir ? Allô, la politique, c'est pas occuper un espace, c'est défendre des idées. Et dans dans le débat, il y a des choses, je l'ai dit, dans le projet d'Emmanuel Macron qu'on peut partager. Très franchement, c'est plus facile pour nous de voter Macron au second tour de l'élection présidentielle que ça ne l'aurait été si ça avait été Hamon ou Mélenchon. Bon. Mais pourquoi vous ne lui faites pas une offre de service ? Je vais terminer ma réponse. Parce que je ne suis pas un domestique qui fait des offres de service, madame. Je suis un militant politique qui défend un projet. Et je vais vous faire une grande révélation. Je ne partage pas l'ensemble du projet d'Emmanuel Macron. Et je vais même vous faire une deuxième révélation. Le projet que je partage, c'est le projet de l'UDI. Et c'est celui qu'on va porter aux législatives. Vous partagez combien de pourcents du projet d'Emmanuel Macron ? Je sais pas, mais je vais vous donner deux exemples. Par exemple, s'agissant de la reconstruction européenne, et c'est la vraie réponse en réalité aux salariés de Whirlpool, faire en sorte que nous ayons une gouvernance économique européenne, mais surtout qu'on rapproche les niveaux de protection sociale et les niveaux de fiscalité au sein du même marché. C'est la façon de ne pas avoir de délocalisation en Pologne parce que le travail y est moins cher. C'est ça ce qu'il faut faire. Bon, là-dessus, évidemment, je suis d'accord avec Emmanuel Macron et les députés UDI soutiendront cela. En revanche, quand il explique qu'il faut augmenter la CSG, eh bien, je ne partage pas du tout, parce que je pense que c'est une erreur. 2 points de CSG en plus pour, dit-il, améliorer le salaire des salariés, ça veut dire en réalité que c'est prendre de l'argent aux retraités, parce qu'eux, on ne pourra pas leur compenser. Donc, c'est prendre, laissez-moi terminer ma phrase, c'est prendre de l'argent aux retraités pour en donner aux salariés. Je suis contre cette idée. Donc Emmanuel Macron à l'Élysée peut-être le 7 mai prochain, vous restez fondamentalement dans l'opposition en tant que centriste. Mais pourquoi dans l'opposition, madame ? C'est les Français qui vont décider où est la majorité. Vous avez aujourd'hui une situation, je le répète, qui fait que... Donc quoi qu'il arrive, vous ne participerez pas à cette majorité. C'est ou Macron ou le chaos économique et social dans notre pays. Je choisis Macron, ça ne fait pas moi un macroniste, ça ne veut pas dire que je valide... Et il y aura des millions de Français qui vont voter pour lui sans valider son projet politique. Et il y a 2 élections. Il y a une élection présidentielle, elle est en train de se terminer lors de ce second tour, et une élection législative. Il y a 3 options dans cette législative. Soit les Français donnent un blanc-seing à Emmanuel Macron, et on repart sur le système du parti unique qu'on a connu, Parti socialiste, UMP à l'époque, et qui a toujours échoué. Soit ils envoient une majorité qui porte nos idées à l'Assemblée nationale, et il y aura une cohabitation, et c'est pas un drame, et soit il n'y a pas de majorité, et à ce moment-là, il y aura recomposition. Les centristes que nous sommes, juste pour terminer le raisonnement, les centristes que nous sommes avons toujours expliqué que pour pouvoir réformer le pays, il fallait une coalition. Je ne crois pas au parti unique, je ne croyais pas à l'UMP, je n'en ai jamais fait partie. Et je ne crois pas à En Marche, parti unique qui aurait subitement la science infuse et qui transformerait le pays. Je pense qu'il faut additionner des forces politiques pour permettre des réformes profondes. Reconstruire une éducation nationale, rendre agile le marché du travail, faire en sorte qu'on puisse rétablir un peu d'autorité républicaine. Additionner les forces politiques, on va retrouver la 4e République. Non, ce sera le résultat du vote des Français, madame. C'est les Français qui vont choisir si oui ou non, ici, un chèque en blanc, s'ils souhaitent une cohabitation ou s'ils imposent une recomposition. Et nous pensons que la coalition, qu'elle y soit issue d'une cohabitation ou d'une recomposition, c'est la meilleure solution. Merci Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui était notre invité ce matin. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà,
Voilà, Jean-Christophe Lagarde est notre invité ce matin dans Territoire d'Info sur Public Sénat et Sud Radio. Vous avez en face de vous Jean-Christophe Lagarde, deux Bretons, j'allais dire, Michel Urvois, le directeur éditorial de Ouest France, et Hubert Coudurier, le directeur éditorial du Télégramme, président de TBO. Messieurs, vous avez une question à poser à Jean-Christophe Lagarde ? Oui, alors j'ai vos propos. Il y a quand même un échec de la droite depuis une décennie. Enfin, on a vu se succéder finalement 10 ans de gouvernement de droite avec Chirac et Sarkozy, puis 5 ans de Hollande. On ne peut pas imputer toutes les fautes à Hollande. Il y a quand même des Sur quoi ? Sur l'économie, il y a quand même un certain nombre de réformes qui n'ont pas été faites. Chirac a bloqué ses premiers ministres à 2 reprises, à la fois Juppé en 95, Villepin en 2005. Et finalement, la droite est quand même en partie responsable de l'échec des réformes. Hollande a fait ce qu'il a pu, il a fait un certain nombre d'erreurs, mais il n'a pas tellement plus augmenté les impôts que la droite. Donc il y a un modèle économique qui ne fonctionne pas en France, dont la droite est co-responsable. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il ne vous a pas échappé qu'au cours des 10 années, l'UMP, à l'époque, avait le pouvoir toute seule. Il y a même 5 ans où on ne participait en rien à cette direction politique du pays. Et qu'à chaque fois que nous avons avancé un certain nombre d'idées qui ont montré qu'elles fonctionnaient, notamment dans d'autres pays, elles n'ont pas été mises en œuvre sous la droite. Pardon de dire que ça a été pire encore sous François Hollande, puisque certes, il y avait 5 millions de chômeurs à son arrivée, il y en a 6 à la sortie. Je ne dis pas qu'il est responsable des 5 premiers. Enfin, les millions supplémentaires, c'est quand même les résultats de sa politique. Et quand je disais à l'instant qu'on a besoin de coalitions politiques pour avoir la force de réformer, vous dites, et vous avez raison, que lorsque l'UMP a eu la majorité à elle seule, elle n'a pas été en situation de réformer le pays. Lorsque le Parti Socialiste, c'est le cas aujourd'hui, l'a eu, il ne l'a pas fait non plus. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, je répète, je reprends cet exemple-là, parce que l'Allemagne est au plein emploi, qu'elle est à l'équilibre budgétaire, qu'elle arrête d'endetter ses enfants pour le confort des jours présents, lorsqu'ils ont été contraints d'une certaine façon d'accepter des réformes qui les adaptent et qui les rendent forts dans la compétition mondiale, eh ben, ils y sont arrivés. Je vous ai écouté, je vous ai trouvé très convaincant sur Marine Le Pen, sur la timidité, c'est le moins qu'on puisse dire, à soutenir Emmanuel Macron face au Front National. Sur l'Europe... Nous, on n'a aucune timidité là-dessus. On peut voter Macron et avoir des désaccords avec lui. Vous avez été très clair. Je n'ai que des désaccords avec Le Pen. Sur l'Europe, je vous trouve pas assez convaincant, parce que vous dites bien, vous décrivez bien ce que seraient les conséquences d'une politique de fermeture à la Marine Le Pen, mais dites aux ouvriers de Whirlpool et autres, quels seraient les avantages de l'Europe ? Quels sont les avantages de l'Europe ? En quoi l'Europe sert leur sort ? Mais soyons très clairs, si c'est l'Europe d'aujourd'hui, concrètement, parfois elle joue contre eux. Parce que c'est une Europe qui est celle de M. Barroso et qui met tout sur la concurrence, tout sur la compétition entre nous. Alors que l'Europe, plutôt que de passer son temps à ça, elle devrait nous protéger de ce qui se passe à l'extérieur. Si M. Trump rêve d'une Europe éclatée, 27 pays séparés, c'est parce qu'il veut nous imposer ses intérêts. Et l'intérêt de l'Europe, c'est de nous défendre contre ces puissances mondiales, les États-Unis, la Chine, la Russie, pour faire en sorte qu'ils ne nous imposent pas les règles du jeu et que du coup on puisse continuer à fabriquer nos produits et à les exporter ou à les harmoniser les règles sociales, fiscales. Alors ça, attendez, la première chose, c'est que pour nous, l'Europe est un instrument de souveraineté. Ne pas se faire imposer les règles du jeu par les États-Unis, par la Chine, parce que quand ils nous imposent leurs règles du jeu, c'est pour leurs intérêts, c'est pas pour les nôtres. Ça joue contre nos ouvriers, contre nos salariés, contre nos entreprises. La deuxième chose, c'est que pour que l'Europe puisse fonctionner en interne, c'est pour ça que nous parlons de gouvernance économique de la zone euro notamment, on ne peut pas avoir un grand marché unique, la même monnaie, et ne pas rapprocher les règles de fiscalité, le niveau des impôts des uns et des autres, et les règles de protection sociale. Sinon, et la première des choses à faire, par exemple, la France doit taper du poing sur la table et imposer que la fin du travailleur détaché telle qu'elle se produit aujourd'hui. Parce que le travailleur détaché, c'est la mise en compétition directe de 2 citoyens européens. L'un ne paye pas ou quasiment pas de charges sociales, l'autre en paye, et donc il y en a un qui perd son boulot au profit de l'autre. On doit évidemment avoir une règle simple. On a le droit d'être... on a le droit d'être italien, roumain ou français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent à l'extérieur de notre pays. Simplement, quand on est dans un pays, on paye les charges sociales et on est payé aux charges et au salaire du pays dans lequel on travaille. Comme ça, il n'y a plus de concurrence déloyale. Sinon, c'est une arme de destruction massive
contre l'esprit européen. Et ça, c'est le bilan Barroso. Il faut que la France tape du poing sur la table et remette l'Europe sur les rails. Elle est là pour nous protéger de l'extérieur et pour nous rapprocher à l'intérieur. Au-delà de la présidentielle qui verra ou pas l'élection de M. Macron, qui a eu le temps de se faire connaître largement par les médias, vous avez les législatives avec des candidats d'En Marche qui ne sont pas connus. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que la droite a une chance de s'en sortir avec une majorité, disons, relative en se mobilisant autour d'un chef? Est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un chef? Ou est-ce que ce sont les candidats au niveau local qui feront la différence? D'abord, il est nécessaire qu'il y ait un projet. Moi, ce qui m'effare dans tous les commentaires que j'entends, c'est est-ce que vous êtes derrière un tel, comme je le disais à l'instant? Moi, je suis derrière mes idées, derrière les idées de l'UDI, avec les priorités que nous fixons. Et donc, nos candidats porteront cela. Et vous savez très bien que l'élection législative, elle est en réalité la somme de ces 577 circonscriptions qui composent la France. Et à l'Assemblée nationale, oui, je pense qu'il peut y avoir une majorité relative qui corresponde à nos idées. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas le cas seulement de l'UDI, c'est le cas des Républicains, c'est le cas des Socialistes, c'est le cas d'En Marche, c'est le cas de tous ceux qui se retrouveront à l'Assemblée nationale. Il faudra bien trouver une façon de gouverner le pays. Si les Français imposent la recomposition, il faudra écrire une feuille de route de transformation, d'adaptation. Les Allemands ont été contraints de le faire, c'était le résultat d'une élection, c'était pas une volonté politique initiale. Urvois, la faiblesse du Front républicain, il y est revenu tout à l'heure, Christophe Lagarde, avec nos éditorialistes, et la critique de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon aussi. Vous avez noté ça? Tout à fait, mais je pense que là-dessus, il a été extrêmement clair. Et ça, ce trouble, me semble-t-il, peut avoir des conséquences à la fois au regard de l'histoire et des conséquences immédiates sur la mobilisation pour dans 10 jours. Vous savez, j'aurais pu le comprendre sur une cantonale partielle. Mais là, on ne joue pas avec la France. On ne joue pas avec la présidence de la République. Mais comment vous l'expliquez? Comment Jean-Luc Mélenchon, il y a une semaine, pensait devenir président de la République et comment il peut jouer à la roulette russe avec la France à ce point? Pourquoi? Voilà. Ça, c'est irresponsable. Pourquoi? Sans doute pour des intérêts électoraux, mais je considère ça totalement irresponsable. Tout le monde pourrait faire ça. Tout le monde pourrait dire on s'en lave les mains, on n'a pas été qualifié, on n'est pas content, conteste l'élection et on s'en va. Je pense qu'un responsable politique, il peut parfaitement dire je n'ai pas de consigne de vote à donner. Mais un responsable politique qui prétendait être président de la République et qui dit aux Français je vais vous cacher mon vote, je ne prends pas mes responsabilités, je n'assume pas ce que je pense, ça je trouve ça vraiment lamentable. Est-ce que la comparaison, donc, avec un retour à la 4e, dans lequel Mélenchon représenterait le vote communiste d'antan et le Front National serait le RPF, est-ce que vous reconnaissez dans cette recomposition quadripartite du paysage, dans lequel vous incarnez finalement une politique à la Guy Mollet, qui appellerait un technocrate... Là, vous revenez loin, là. Oui, mais enfin, il y a des comparaisons historiques. On parle toujours du nazisme, là, c'est une comparaison. Pardon de vous dire que je n'ai pas parlé de nazisme. Même en étant maire de Drancy, et deuxièmement, pardon de vous dire que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne de quoi on parle, d'autant plus que expliquer que nous sommes des partisans de Guy Mollet, pour ma famille issue du MRP, je pense qu'il y a une petite erreur. Mais pour revenir à ça, je ne vois pas de rapport. Mollet, ce serait Macron. Je ne vois pas. Oui, mais donc c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Non, mais il va gouverner. Bon, je pense que franchement là, on perd beaucoup nos auditeurs et nos téléspectateurs. Oui, non, revenez à la question. La 4e République, je ne la vois pas là-dedans. La 4e République, elle avait un défaut, c'était la faiblesse de l'exécutif. Le président de la République n'avait pas le pouvoir, le gouvernement sautait tous les matins, etc. Cela dit, entre nous, c'est elle qui a reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle n'était pas si inefficace que ça. À l'inverse, nous sommes en 5e République avec un exécutif dont on sait qu'il est dirigé, un président qui a plus de pouvoir que tous les présidents des démocraties dans le monde. Et il y a une Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale ne joue pas son rôle depuis maintenant des décennies. C'est-à-dire que, grosso modo, elle est soumise à la volonté du chef de l'État. Au lieu d'être l'endroit où on entend les Français et où on construit le projet, c'est l'endroit où on entend le président et où on suit ses volontés. À chaque fois qu'il y a eu des dérapages, c'est pas l'Assemblée nationale qui a arrêté, c'est la rue. Et ça, c'est le boulot de l'Assemblée nationale, de bloquer quand le président Jean-Christophe Lagarde. Ce sera aussi le cas dans cette prochaine Jean-Christophe Lagarde, pour regarder vers l'avenir, justement, quelles sont les réformes Macron que vous seriez prêt à voter? La retraite par points, d'autres? Il reste moins d'une minute. Par exemple, la retraite par points, c'est notre projet depuis 15 ans. La gouvernance économique européenne, je le disais. Moi, je pense, par exemple, que sa réforme sur la taxe d'habitation est une erreur. Je pense que la CSG est une erreur. Il faut fusionner. Ce que vous seriez prêt à voter. Oui, il reste 30 secondes, pardonnez-moi. Je serai prêt à voter. Alors, en 30 secondes, je suis prêt à voter comme on l'a toujours fait. Et les députés UDI, et plus ils seront nombreux, mieux ça ira, voteront tout ce qui nous paraîtrait
positif pour faire progresser la France. Et dès qu'il y a des trucs qui sont un peu des magots ou des erreurs économiques comme la CSG ou la suppression de la taxe d'habitation, à ce moment-là, on s'y opposera. Parce que sur la taxe d'habitation, sur Public Sénat, on peut quand même le dire, ce qu'il faut faire, c'est fusionner la taxe foncière et la taxe d'habitation. Pourquoi on paye 2 impôts locaux? Pourquoi il y en a un qui tient compte des revenus et pourquoi l'autre pas? Merci. Pardon Jean-Christophe Lagarde de vous couper, mais nous devons passer l'antenne à LCP. Merci beaucoup Michel Urvois de Ouest France, super couturier de Telegram. Merci infiniment Jean-Christophe Lagarde. Merci à vous.